Bonjour à tous, bienvenue dans Musique Industrie, l'émission mensuelle diffusée en direct sur Figaro Live, dans laquelle nous tentons de répondre à toutes vos questions sur le fonctionnement de l'industrie musicale, comment travaillent les artistes que vous aimez, comment se fabriquent les chansons que vous écoutez. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un thème d'actualité puisque c'est la saison, c'est les festivals, à l'image des Francopholies de La Rochelle, dont nous accueillons le patron Gérard Pont. Bonjour Gérard Pont, merci d'être là. À l'image aussi des Eurocaines de Belfort, dont nous accueillons Jean-Paul Roland. Vous en êtes le directeur. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Bonjour. Avec moi aussi tout au long de cette émission pour nous éclairer de son savoir et répondre à vos questions, Olivier Nuc, journaliste spécialiste musique au Figaro. Bonjour Olivier. Bonjour. Et last but not least, on en parle comme de l'étoile montante de la chanson française. À 22 ans seulement, il écrit, il compose, il chante. Il est influencé par les plus grands artistes de la variété française. Merci beaucoup, Team Dup, d'être à nos côtés. Bonjour, merci. Vous pouvez d'ores et déjà poser toutes vos questions à nos invités autour de cette table. Nous sommes là pour y répondre et nous n'allons pas seulement parler de musique, nous allons aussi en écouter grâce à vous, Team Dup. Je vous propose qu'on débute cette émission avec l'un de vos titres que vous allez nous faire le plaisir de nous interpréter en direct. Il s'agit de TER Centre. TER Centre, extrait de votre premier EP qui a été publié l'année dernière déjà. Olivier, je vais vous demander de nous rejoindre de ce côté-là du coup pour qu'on puisse tous profiter. Team Dup, c'est à vous. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train quotidien. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train. Y a de tout dans ce train, des gens qui dorment, des chiens qui pissent, des femmes enceintes et des enfants bruyants. Le matin c'est bon, dès le soir c'est blindé, ça pue, ça chante, ça se lamente, tout ça se vend d'avoir une petite vie. Oui monsieur, d'avoir une vie monsieur. Parfois les femmes se maquillent, se parfument parce qu'elles sont moches et qu'elles paient parfois des mecs enivrés, défoncés en mer les passagers. Mais c'est jamais bien méchant dans le TER Centre. Le trajet je le connais par cœur, de la campagne à Paname, dans les banlieues, les trams s'ébranlent dans le froid, sous un soleil de plomb. À travers les nuages et la pluie dans le brouillard hivernal, on est serré. Tu suffoques des minutes entières et quand le train s'arrête et que les portes glissent, les rails se mettent à grincer, à gémir. De douleur, ils crient, ils frémissent. Les banquettes sont chauffées par des culs différents, les regards se croisent indifférents, les paupières se ferment, fatiguées, éreintées d'une journée épuisante. Les champs s'effilent en building, les grands arbres s'enterrent et se changent en parking. C'est tout un monde que tu traverses quand tu prends le TER Centre. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train, sans entrain, pour assurer mon train quotidien. Matin et soir, soir et matin, change de wagon, je change de train. Y a de tout dans ce train, des gens qui pensent, des gens qui pensent aux gens, des gens qui pensent aux gens qui pensent. Ceux-là sont un peu barrés quand on y pense. On voit des mecs qui décuvent d'une soirée, au calme on croise des jolies minettes tombées au bord des larmes. Y a de tout, y a une âme, un truc qu'on n'explique pas dans le TER Centre. Dans le TER Centre, y a pas d'étiquette, on détruit
détruit les notions inculquées trop jeunes dans les têtes. C'est hétérogène, on se prend pas la tête. On n'a pas les mêmes gènes dans le TER centre. Les gens qui voyagent ne se parlent pas beaucoup, mais je crois bien qu'ils s'aiment quand même. En même temps tu te sens proche de l'autre quand tu partages un retard d'1h57. Bravo Team Dup, merci beaucoup. Je vous laisse nous rejoindre, Olivier aussi, je vous laisse nous rejoindre sur ce plateau. Merci beaucoup pour ce titre. C'était des applaudissements discrets mais de qualité puisqu'il s'agissait de ceux de deux des plus grands patrons des festivals de France. Est-ce que vous avez déjà reçu l'un ou l'autre dans l'un de vos festivals, Team Dup? Non. Oui. Ouais. 2 fois, de cette manière. Au Printemps de Bourges. Ouais. Alors, un peu par extension, ils viennent des Francopholies de Montréal. Et on va le recevoir aux Francopholies de La Rochelle dans un peu moins de 30 jours. Hein. Mais c'est effectivement quelqu'un qu'on aime, qu'on soutient. Voilà. Ouais. D'ailleurs, il a fait l'ouverture du Printemps de Bourges où j'étais en première partie de Renault le premier soir, ce qui était quand même une sacrée performance. Déjà une grosse scène, ouais. Et avec une maîtrise, une aisance assez impressionnante. Et une création, une participation de création en hommage à Barbara. Et, aussi, ouais. Ah oui, c'était cette année ça. Voilà. Ouais. Et je veux dire que c'est là où on voit le talent et le côté hors norme de Team Dup. Quand justement, sur une création comme ça, on compare malheureusement. C'est pas une bonne idée de comparer, mais en tout cas, il se dégageait quelque chose de plus. Voilà. J'en profite pour dire bonjour à Loris, à Franz, à Julien, à Jacqueline qui nous ont rejoints sur les Facebook Live. N'hésitez pas à poser vos questions, on est là pour y répondre. Team Dup, chanter en festival pour un artiste, c'est un moyen de se confronter à un public qui est parfois plus grand que celui qu'on a normalement, mais qui est aussi pas forcément acquis à sa cause. Vous, de l'expérience que vous en avez, c'est un exercice qui vous plaît ? Oui, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. Déjà parce qu'en tant que jeune, en développement, forcément, je n'ai pas encore le public qui vient à mes propres concerts beaucoup, notamment en province, parce que quand on vient de région parisienne, on est souvent aidé dans la région, mais dès qu'on s'exporte, c'est plus difficile. Ouais. Et donc déjà ça, avoir un public plus nombreux, et ensuite, comme vous dites, il ne vient pas pour nous. Donc en tout cas, au Printemps de Bourges, en première partie de Renault, les gens viennent surtout pour Renault. Donc c'est un beau challenge. Ça, du coup, ouais, Moi j'aime beaucoup parce que les gens ne vous attendent pas. Donc il n'y a rien à perdre et tout à gagner. Gérard Ponge, Jean-Paul Roland, si vous deviez nous parler, nous définir de vos festivals respectifs en quelques mots, vraiment en quelques phrases, comment est-ce que vous définiriez, Jean-Paul, les Eurocaines de Belfort, par exemple ? C'est difficile à dire parce que c'est une expérience quand même à vivre qui a bientôt 30 ans. Je crois que ce qui a réussi le mieux, je pense, les Eurocaines, c'est peut-être c'est l'endroit où ça se joue, quoi. Voilà, ouais. C'est une fausse presqu'île. Un isthme en fait entre deux lacs, il y a une plage. Pourtant Belfort c'est le point, je crois, de France où on est le plus éloigné de la mer, ouais. De toutes les mers. Voilà, mais en tout cas c'est assez une ambiance quand même aquatique. Et je dis pas ça parce qu'il pleut quelquefois. Quelquefois, voilà. Souvent. Non, j'ai fait un historique météo depuis le début et j'ai vu qu'il y avait quand même plus de beau que de. Voilà, on est climat continental, donc c'est quand même pour les braves. Ouais. Soit il pleut beaucoup, soit il fait chaud vraiment très fort. Donc voilà, mais après ce que je pourrais dire, c'est un festival généraliste qui a toujours été assez loin dans les marges. Voilà, c'est-à-dire que la tête d'affiche n'est pas l'arbre qui cache la forêt des découvertes, par exemple. Voilà, je pourrais dire. C'est équilibré. Gérard, les Francopholies. Les Francopholies, c'est un festival historique, hein, c'est l'un des plus vieux français, avec une ligne éditoriale très précise. On défend la production française. Alors elle chante pas toujours en français, mais en tout cas, on essaie de défendre les artistes qui vivent ici et qui sont à la fois du patrimoine et puis aussi de la jeune génération en développement, comme dit Team Dup. Voilà, c'est un peu ça. Et puis après, évidemment, ce festival a la chance d'être dans un écrin incroyable, à la différence de beaucoup de festivals qui se déroulent dans des lieux en plein air, enfin en pleine nature. Les Franco, c'est en ville. C'est dans la ville. Et c'est dans la ville. Et c'est un joyau, cette ville, au niveau architectural, au niveau on voit des images un peu là, de l'année dernière. C'est vraiment un lieu entre la mer, la pierre, l'histoire, l'avenir. Enfin, et bizarrement, il y avait quelqu'un, un artiste qui me disait que voilà, quand on passe sur la scène des Francopholies, c'est un peu comme à l'Olympia. On sent l'histoire des artistes qui sont passés. Alors pourtant, la scène est éphémère, évidemment, mais... Oui, mais les murs autour restent. Voilà. Et donc, il sentait d'Aznavour à Hallyday, en passant par Breton,
Bruel ou je ne sais qui, ils sentaient l'histoire de ces artistes qui étaient passés à cet endroit-là, parce qu'évidemment la scène n'a pas changé de place en 33 ans. Donc voilà, c'est ça les Francopholies. Quels sont vos parcours professionnels respectifs? Alors moi, j'ai pas fait du tout d'école de directeur de festival. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant aussi. En fait, j'ai un parcours littéraire, j'ai une licence de lettres et puis j'ai fait du graphisme. Voilà. Donc je suis rentré en fait par la communication institutionnelle. Le conseil départemental avait inventé les Eurockéennes et donc je me suis retrouvé dans la communication du département et par ricochet, je me suis retrouvé comme conseiller artistique en fait de ce festival au départ, sur tout ce qui était hors musique, la décoration, théâtre de rue, et puis après conseiller artistique et puis après d'Irlo. Alors, nous, on a un point commun, c'est que moi j'étais libraire. Mais moi, j'étais au bout du bout, à Brest, là-bas. Ouais. Et je voulais... moi, mes ambitions n'étaient pas terribles, quoi. Je voulais tutoyer les vedettes. Et donc, comme elles ne venaient pas là-bas, j'ai organisé le premier grand festival de rock en faisant venir les Clash, Leonard Cohen, les Cure, Depeche Mode, les Stranglers, enfin toute la scène des années 80. Et évidemment, c'était une autre époque parce que... chaque année, il fallait trouver un nouveau lieu parce que les maires des communes ne voulaient pas re-signer 2 fois. Pourtant, il n'y a jamais eu de problème majeur. Mais c'était... aujourd'hui, les maires se battent pour avoir des festivals. À l'époque, c'était très différent. Ils ne percevaient pas l'attrait que ça pouvait avoir pour il n'y avait pas de scène, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de sono. Avoir un téléphone dans un champ, c'était déjà un sacré exploit. Et donc, ça a été une formation qui était super. Enfin, à ce moment-là, je ne pensais pas que c'était une formation. D'ailleurs, c'était parallèlement à mon travail, c'était une passion. Et voilà. Ouais. Et puis après, je me suis ruiné, j'ai dit que je ne ferais plus jamais ça, et donc maintenant, je fais ça, quoi. C'est effectivement un métier de passionné. J'avais lu quelque part que les premiers concerts que vous organisiez, vous fabriquiez vous-même les billets sur une machine à coudre. Exactement. Quand je vois aujourd'hui le business que font les tickets nets, etc., si j'avais su qu'avec la machine à coudre de ma mère, j'aurais pu être milliardaire. Bon, voilà. Non, c'est vrai qu'on... Voilà, on faisait les billets nous-mêmes, on les mettait dans le magasin de disques, en vente dans le magasin de disques. C'était pas du tout comme aujourd'hui où les gens achètent leurs billets avec leur téléphone. Enfin, c'était une autre époque. Mais ce qui est vraiment bien, c'est qu'aujourd'hui, ce qui était considéré comme des métiers de saltimbanque, de voyous, c'est aussi des métiers qui donnent de l'emploi avec des formations. Et ça, c'est quand même génial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les parents sont contents quand les enfants sont dans ces métiers-là. D'ailleurs, est-ce qu'il existe une école, une école de directeur de festival? On disait que tous les deux, vous avez un parcours différent, mais est-ce que les nouvelles générations ont accès à des formations spécifiques? Est-ce que vous-même, vous êtes prêt à transmettre ce que vous avez appris sur le tas, je dirais? Il y a des licences, on va dire, en managérial culturel qu'on voit. On voit, là, j'ai vu à Shanghai, chaque année, il y a des formations justement pour être, on va dire, manager de festival. Bon, c'est cursus court. Mais c'est vrai, ce que dit Gérard, c'est que les choses ont beaucoup changé. On voit, par exemple, les stagiaires qui venaient, par exemple, dans les années 90 aux Eurockéennes, franchement, c'était les derniers de la classe qui appelaient parce qu'ils n'avaient pas de stage ailleurs. Maintenant, on a les types qui viennent de Sciences Po, ceux qui ont travaillé sur le mécénat culturel, les gens, voilà, web community manager. Voilà, donc on arrive avec des boulots quand même maintenant très spécifiques parce que l'environnement est devenu effectivement très spécifique et il touche beaucoup, en tout cas, à l'économie. La différence, c'est que moi, je ne vais pas à Shanghai, mais à Issoudun, il y a une très bonne école de management. Et c'est vrai que alors, chez nous, il y a des gens qui ont fait cette formation et qui étaient pas très bien au départ perçus, parce que justement, c'était des métiers qu'on ne pensait pas être des métiers. Et aujourd'hui, qui forment un de mes bras droits, et plus que mes bras droits, bras gauche, jambe, il vient d'Issoudun. Et c'est vrai qu'il y a des formations aujourd'hui avec justement des gens comme nous qui allons pour transmettre. Et c'est vrai que alors, ce qui me concerne, en tout cas, c'est une grande question, parce que la plupart des gens qui ont fondé des festivals dans les années 70 arrivent malheureusement à l'âge où il faut passer le témoin. Relais, voilà. Et donc, c'est des questions effectivement d'actualité. Alors, je vous rappelle qu'on est là effectivement pour aborder tous ces métiers qui sont liés au festival, pour parler des coulisses, pour parler du fonctionnement des festivals, pour répondre à toutes vos questions que vous avez sur ces festivals. Jean-Paul Roland, vous dites qu'organiser un festival, ça consiste en gros à monter une ville entière en un an. Parce que votre titre professionnel en général font un peu rêver les gens. On a l'impression que vous choisissez des artistes à mettre en avant, mais c'est pas du tout que ça votre métier. C'est quoi le rétro-planning de l'organisation d'un festival sur un an? C'est-à-dire quand une édition se termine, qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'année d'après? Maintenant, quand une édition se termine, en général, on a déjà envoyé des offres pour l'année d'après, parce que les choses sont de plus en plus précoces, en tout cas, notamment dans les grandes tournées.
Bien entendu, quand ça s'arrête, j'allais dire, il y a le débrief habituel de toute organisation, mais après, on va dire qu'on a l'ensemble du dispositif technique finalement à revoir. Par exemple, nous, cette année, on change de camping. Ça veut dire c'est un espace à construire pour 18 000 personnes qui viennent à peu près 3 jours, 3 nuits. Et donc, justement, il y a une question de Gaëtan sur le chat Facebook qui vous demande si vous avez trouvé le lieu cette année du camping des Eurocaines et pourquoi est-ce que vous changez de lieu. Heureusement, on l'a trouvé parce que c'est bientôt. Mais en fait, on l'a trouvé parce qu'on a acheté des terrains. Voilà. On a acheté des terrains propres. Avant, on nous les prêtait. Maintenant, on en a. Voilà. Mais toute la difficulté, bien entendu, c'est que moi, je dirais souvent, je vois quand même plus le préfet que Phoenix, quoi. Hein. C'est-à-dire que le travail administratif, le pré-Phoenix, oui, le travail administratif et de montage est assez gros. Effectivement, on est quand même dans un immense chantier, surtout qu'en plus, ce sont des choses qui doivent durer très peu de temps. Aux Eurocaines, on est dans une base de loisirs qu'on occupe comme d'autres. Donc nous, une semaine après, il faut que les gens puissent remettre leurs serviettes sur la plage dont je vous ai parlé. Donc effectivement, tout ça, ça demande quand même des choses assez pointues, j'allais dire. Sur le rétroplanning, j'allais dire que le rétroplanning, il se fait finalement, à part les grandes dates, c'est-à-dire de commencer à programmer le festival, envoyer les offres dans le dernier trimestre de l'année, et puis à partir de janvier, commencer à rentrer dans le vif des négociations. Après, on a les fiches techniques, etc. Donc, je veux dire, c'est quand même quelque chose de pyramidal. Ça s'invente dans un bureau, finalement, un peu sur Internet, et puis ça se réalise après. Par contre, ce que l'on fait quand même pour sentir un peu la musique, c'est qu'on se déplace quand même pas mal avec les programmateurs, à peu près partout dans le monde, pour essayer, bien sûr, d'être quand même au plus près du sujet, et puis de chercher les groupes qui... Justement, à propos de la programmation, on en reparlera un peu plus tard dans cette émission des choix artistiques, mais on a une question tout de suite de Guillaume qui demande pourquoi est-ce que le métal est moins représenté ces dernières années aux Eurocaines. Est-ce que c'est un choix de votre part pour rendre finalement le festival plus familial ou pas du tout? Disons, c'est familial le métal. Et qu'à voir Hellfest, c'est pas des kids qui vont à Hellfest. C'est plutôt les mêmes des familles, les cadres bancaires et tout ça. Non, mais je crois que c'est une histoire aussi d'opportunité. C'est-à-dire, il y a des fois, il va y avoir un peu plus de métal sur la scène parce qu'il y a une opportunité comme ça. Bon, cette année, c'est vrai que du fait d'avoir PNL et Booba la même année, tout le monde pense que c'est devenu un festival de hip-hop. Bon, mais parce qu'il y a d'autres groupes un peu plus virils, on va dire. Peut-être pas virils, parce que je ne vais pas dire ça à Booba, sinon ça va être chaud. Enfin, en tout cas, avec une esthétique plus dure au niveau des guitares, voilà, sur d'autres scènes. Donc non, mais ça dépend des choses. Puis nous, on a un festival, on a fait Metallica, on a fait Gojira, qu'on refait d'ailleurs cette année, on a fait Slipknot plusieurs fois. Oui, l'eau ferrugineuse, il y en a déjà pas mal. C'est pas un choix de votre part de réduire la production métal. Aujourd'hui, il y a énormément de festivals en France. Il y en a plus de 1800, il y en a même 1887 exactement selon une étude de la SACEM. Il y en a beaucoup qui se créent, il y en a aussi beaucoup qui ferment leurs portes. Alors le solde de création et destruction reste positif, mais est très ralenti ces dernières années. Il y a eu une carte qui est parue en 2015, voilà, cette carte, je ne sais pas si vous l'avez vue au moment où elle est parue, ça s'appelle la carte aux crises. C'est une infographie qui est signée Emeline Gersol et qui illustre toutes les disparitions de festivals en France. Comment est-ce qu'on fait pour se démarquer ? D'abord, s'il y en a qui disparaissent, il y a deux raisons. Il y a tous ces festivals qui ont été créés dans les années 70 où les dirigeants n'ont pas su passer la main. Donc or, le monde change et ces gens-là, qui étaient souvent associatifs, n'ont pas su s'adapter au monde qui a beaucoup changé. Et puis après, il y a toujours eu des festivals qui disparaissaient. Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se créent. Moi, je vois les Francopholies. Quand j'ai repris les Francopholies il y a 14 ans, il y avait 2 festivals autour. Aujourd'hui, je pense qu'il y en a 5-6. Donc, je pense que les festivals, il y en a beaucoup. Après, comment on fait pour se différencier ? Je pense qu'il faut avoir une ligne éditoriale claire. Il faut avoir l'écoute du public en permanence, pas simplement sur le point de vue artistique, mais aussi comment faire en sorte que, je dirais que dès que la personne descend du train, il est dans une histoire, l'histoire des Francopholies, et ça va de ce qu'on va manger, où on va s'asseoir, comment on va ne rien faire, etc. C'est donc, je pense, c'est une petite vie, une atmosphère autour. Oui, et proposer plein de choses, gratuites, payantes, qui semblent organisées, qui ne semblent pas organisées. Enfin, c'est tout ça. Et ça demande beaucoup d'écoute et de remise en question permanente, parce qu'on a quand même souvent tendance à
à faire ce qui marche. Donc voilà, on se posait la question, et je pense que ça, c'est la manière de se distinguer. Voilà, parce que c'est vrai qu'après, sur la plupart des festivals, on va se retrouver avec 5-6 têtes d'affiche qu'on va retrouver partout ailleurs. Et donc, c'est ça, on en parlera tout à l'heure, de cette espèce de synergie. Ça aussi, je vous répondrai. Mais on en reparlera. Avant ça, on va parler un peu de l'aspect économique. Il y a une grosse partie de votre travail qui est en amont concerne le financement de ces événements. C'est une mécanique assez complexe qui dépend évidemment du statut juridique du festival. Les vôtres, ce sont des associations, je crois. Non, moi, c'est une société. Vous, c'est une société et les Aurochs, c'est une association. Ce qui est le cas de 70% des festivals. Alors, comment se répartit votre financement entre, j'imagine, la billetterie, évidemment, les subventions, le mécénat? Comment ça se passe? Où est-ce que vous trouvez les sous? Alors, nous, on a une histoire particulière parce qu'on était inventé par une collectivité locale. Donc, moi, je n'étais pas là les premières années, mais j'imagine que ces 90% venaient de la collectivité, de l'argent. Maintenant, on a totalement inversé les choses. Il y a eu un virage économique, je veux dire, au moment des années 2000, au moment où j'arrive, effectivement, où c'est le mécénat qui, finalement, remplace, j'allais dire, le mécénat culturel, donc la loi Yagon, qui permet la défiscalisation des entreprises et tout ça, des dons, qui finalement fait à peu près 25% de notre budget. Les subventions sont maintenant en dessous de 8%, donc sont très réduites. Et donc la majeure partie du financement, il vient quand même des festivaliers. C'est eux qui payent, on va dire, pratiquement entre 55 et 60%, c'est eux qui payent donc le festival. Donc c'est la billetterie, la nourriture, ce qu'on appelle le merchandising, donc les produits dérivés. Les boissons, etc. Voilà, tout ce que le festivalier finalement consomme. Le mécénat, enfin en tout cas surtout aux Eurocaines de Belfort, il a fait perdurer effectivement le projet artistique, sa viabilité. C'est vraiment ça qui a fait. Il a pris le relais, On a un club qui est assez gros quand même, puisqu'il y a 120 entreprises, en majorité locales mais aussi nationales, qui font un don, qui soit un don soit de compétences ou en cash, pour aider. Alors, au-delà de l'aspect économique, pour nous, on y voit quand même le témoignage aussi d'une concordance, enfin d'une adhésion du milieu économique à un projet culturel. C'est ça qui est finalement aussi intéressant. Bien sûr. Et on a des chiffres aussi qui concernent l'évolution des budgets globaux. C'est testé sur 100 festivals, donc c'est évidemment, après, chacun a sa structure propre. On parlera du cachet des artistes un peu plus tard, mais selon cette étude du CNV, on remarque qu'il y a quelques années, il y a eu déjà une forte hausse des cachets des artistes d'un côté et aussi du budget technique, logistique et sécurité. Ça, ce sont des chiffres qui datent de 2012, donc on imagine aisément que le budget, notamment sécurité, a depuis explosé. Comment est-ce que vous avez fait face à cette nouvelle urgence sécuritaire, vous ? Alors les cachets donc, ont beaucoup augmenté, la technique aussi parce qu'effectivement on souhaite qu'il y ait du bon son, de la belle lumière et qu'effectivement c'est un spectacle. On investit aussi beaucoup, je pense, pareil aux Européennes, dans la déco, ça fait partie de la technique mais ça coûte de l'argent de faire appel à des artistes, de faire en sorte que le lieu soit accueillant. La sécurité, oui, mais d'abord on est aidé pour prendre en charge ces nouvelles mesures par l'État. Voilà. Et ensuite, on fait des économies ailleurs. On a développé le club entreprise qui fait que effectivement, on a plus de financement des privés aujourd'hui. Mais on n'a pas augmenté les prix en 14 ans, on n'a pas augmenté le prix des places parce qu'effectivement, je pense que le public aujourd'hui n'a pas un pouvoir d'achat qui lui s'est développé. Donc, on a développé le financement privé qui s'est vraiment beaucoup développé. Et puis on a réduit les dépenses, on a essayé de faire en sorte de serrer les budgets, voilà. Mais on a quand même des aides substantielles. Enfin, je pense que c'est pareil pour vous. Il y a eu un fonds d'urgence en fait qui s'est mis en place depuis 2 ans, mais on ne sait pas combien de temps il sera mis en place. Je vais vous dire, sur les fonds de folie, on a 35 000 € de complément de financement, ce qui permet sur les 5 jours d'employer des équipes, voilà. Ce qu'il faut peut-être savoir, effectivement, pour compléter, c'est que autant les cachets d'artistes, il y a finalement un choix. On est libre ou pas de prendre Radiohead à X. On y reviendra. Ou alors, par contre, les coûts sécurité, ils sont dictés. Ils sont fixes. Voilà, ils sont surtout dictés par des préfets, avec qui, bien sûr, le mieux, c'est quand même d'être le plus en phase possible, bien en amont, pour pouvoir discuter. Mais après, aucun festival ne décide de combien de gendarmes ou combien de policiers il y aura autour. Donc maintenant, toute la question, c'est de savoir quel est le périmètre. Donc on entre maintenant un peu dans des précisions juridiques parce que les coûts deviennent énormes. Aux Eurocaines, 540 000 €, c'est le coût, on va dire, global, de la sécurité globale. De la sécurité, c'est quand même.
Mais 35 000, c'était pas la sécurité Oui, globale. non, j'imagine bien. On va parler effectivement, on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, de cette espèce de fusion, on a l'impression, des line-up, donc des programmations, c'est comme ça qu'on appelle la programmation des festivals. Il y a nos confrères du site de Sourde Oreille qui s'amusent depuis plusieurs années à recenser ce qu'ils appellent les squatters de festivals. Donc ils comptent en gros combien de festivals chaque artiste couvre et ils déterminent un classement avec les plus gros squatters de festivals d'été. Cette année, le grand gagnant, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu petit, c'est Vianney qui a 26 festivals cet été, suivi ensuite de Claudio Capeo qui en a 24, Jane qui était 3e l'année dernière de ce classement est toujours dans ce classement à 16 participations alors que ça fait déjà plus d'1 an que son album est sorti. L'uniformisation des affiches des festivals, c'est quelque chose qu'il faut redouter. Excusez-moi, c'est une vue vraiment... je vais faire comme maintenant c'est une vue de journaliste et de parisien. D'accord. Parce que... C'est tous les festivals de France, c'est pas les festivals je sais, de France. c'est une analyse parce que, ou alors vous allez venir à La Rochelle, et peut-être aussi aux Européennes, en disant cette année, on n'a pas programmé Jane parce qu'il passe aux Vieilles Charrues. Je pense que les gens de La Rochelle, ils ne vont pas être contents. Ouais. Pourquoi on ne présenterait pas à La Rochelle, on a un grand pays, si encore on était au Luxembourg, ou je sais pas, ou à Monaco, je pourrais comprendre. Mais là, je pense que d'abord, le public de La Rochelle, il a le droit de voir des artistes qu'ils ont envie de voir et qu'ils ne comprendraient pas qu'ils n'y soient pas à La Rochelle et aux Vieilles Charrues et aux Européennes, parce que c'est l'ensemble du territoire. Par contre, on parle de... Combien 10 artistes que le public a envie de voir et qu'il ne comprend pas quand il ne les voit pas. Mais si je prends les Francopholies, il y a 100 artistes programmés. Et faites la liste ensuite, trouvez-moi le nombre de festivals qui programment Kent, qui programment Gilles Caplan, qui programment Michel Jonas, pour donner des exemples aussi de vétérans, pardon, en tout cas, qui ne sont pas des artistes en développement. Ouais, vous en avez aussi beaucoup d'ailleurs, des artistes. Oui, on en a une quarantaine qui sont justement pas forcément dans... Donc voilà, je trouve que mais le public ne comprendrait pas, ils ne comprennent pas comment ça se fait qu'il n'y a pas tel artiste. Ils vont pas, les artistes qui habitent le sud-ouest de la France, ils vont pas tous aux Européennes. Il y en a certainement quelques-uns. J'espère que... Ce phénomène de concentration s'est quand même amplifié largement ces 10 dernières années, moi je constate. Il s'est amplifié parce qu'il y a plus de festivals, mais imaginons qu'on fasse le contraire. Imaginons que Vianney ne fasse que 2 festivals. Mais il y aurait les mêmes journalistes qui nous diraient « vous ne défendez pas la chanson française », par exemple. Oui. Hein, c'est un problème, je trouve, qui se pose en France. Alors je trouve ça assez malicieux, finalement, parce que quand on a ça devant les yeux, mais là, je rejoins complètement ce que disait Gérard. On peut prendre, effectivement, l'ensemble, par exemple, des autres groupes qui passent sur les autres scènes, et on verra. Enfin, nous, on a beaucoup de groupes qui ne passent pas ailleurs. En même temps, on n'a pas non plus une absolue de distinction en disant qu'il ne faut pas qu'ils passent ailleurs. Voilà, ils passent pas ailleurs parce que les autres les aiment peut-être moins ou ça tapait moins dans l'oreille des programmateurs. Mais je crois que c'est normal. Si les groupes français, c'est quand même majoritairement des groupes français, s'ils ne passaient pas en France, mais où est-ce qu'ils passeraient? Peut-être un peu en Belgique, en Suisse, voire au Canada. Après, Vianney, je ne sais pas s'il va faire une grande tournée en Côte d'Ivoire ou au Mali, ou je ne sais pas où. Je lui souhaite, bien entendu, mais je crois que par là, on devrait se féliciter justement de défendre les groupes français. Surtout ce que vous disiez, c'est qu'effectivement, il y a ces têtes d'affiche qu'on retrouve dans plusieurs festivals, mais vous avez aussi, en tout cas dans vos 2 festivals respectifs, des scènes tremplins qui mettent en avant des artistes en développement ou des artistes qu'on ne connaît pas beaucoup. J'aime pas beaucoup le mot tremplin, parce qu'il y a toujours un côté... vous trouvez ça péjoratif? Non, oui, côté compète. Comment? Un côté compète. Oui, un côté compète, alors que nous, c'est vraiment... non, c'était plutôt dans l'idée de... Mais oui, bien sûr. L'idée, c'est vraiment de présenter des jeunes talents. Quand on a présenté Christine and the Queen, il y a, je ne sais plus, 4 ans ou 5 ans, franchement, je ne pensais pas qu'elle aurait ce parcours-là, mais ça fait partie où François Nziadas Mountain, Rover, je peux en citer plein, Chatterton, etc., on se dit pas, tiens, c'est un tremplin, on se dit, voilà des gens, ton Team Up cette année, voilà des gens qu'on aime, et évidemment, sur l'ensemble des jeunes talents qu'on présente, tous n'ont pas la carrière de Christine and the Queen, mais la plupart vont réussir à vivre de leur art, et ça, c'est déjà beaucoup. Le public des festivals aussi a besoin de repères. Un festival comme les Eurockéennes, je dirais, il y a certainement 2/3 des artistes qui, si on les passait dans une salle à Belfort, ils feraient 20 personnes. Ouais. Donc, à un moment donné, si on veut faire découvrir les gens... On a fait Christine and the Queen dans une toute petite salle, à Belfort, il y avait 20 personnes. Il y avait 20 personnes, c'est pour ça que je prends cet exemple-là aussi. Mais c'est aussi parce que...
parce que des gens viennent aussi pour voir quelque chose, enfin, en tout cas ils payent un ticket pour venir voir quelque chose, et entre le moment où ils vont voir le groupe, où ils reviennent, ils vont prendre un kebab ou je ne sais pas ce qu'ils vont faire, ils vont tomber effectivement sur un groupe peut-être qu'ils n'auront jamais entendu. Ouais. Donc c'est ça, alors, on ne peut pas nier effectivement qu'il y ait, alors des squatteurs, le terme est un peu, parce qu'ils sont payés quand même, hein, ils viennent pas non plus, ils ne forcent pas la porte, hein, je veux dire, et on ne les vire pas. C'est parce qu'ils sont le moins payés d'ailleurs. Voilà, ouais. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'il y a besoin de repères, il y a besoin aussi de défendre la musique en France, quoi. Et alors nous aussi, on essaye à notre petite échelle de mettre en avant des jeunes talents que vous ne connaissez pas forcément au Figaro, à travers notamment les avant-scènes du Figaro. Alors cet épisode, il est un peu spécial parce qu'il n'est pas consacré à une débutante, loin de là. Il est consacré à une artiste qui prend un nouveau départ en sortant un album solo. Peu après la dissolution de son groupe Gossip, c'est l'américaine Bess Ditto qui signe un premier album qui lui ressemble, qui est un album de caractère, un album joyeux, hétéroclite et transgenre. On l'a rencontré quelques minutes avant un concert à Paris. Regardez. Had a stupor, sitting on the side of the road. Ain't got an honest feeling in my bones. Le Figaro, yeah! Hello! I think it is a new start for me. I do. Like, only in the way that, like, it's a nice, fresh feeling to get to start, like, with different people. And, you know, humans have patterns that they get into and they have their old ways. So it's been a really nice challenge to be able to, like, try to do things healthier and smarter and, like, work harder and, like, you know, work for yourself. And then now it's also a start over because I get to, like, play small venues again, and I get to, like, be in touch with the audience more, and I get to, like, do the things that I really love and play the kind of shows that I really, really love playing. And so that's really nice. So that's the way it is. That's my soul, I can't resist. With this, it was like we could ask anybody to do anything. Like if you wanted timpani drums, if you wanted a saxophone, if you wanted a horn section, you know. But the fun part, too, is that it was, like, on a budget, so we had to be really cheap about it. So it kept you, like, really on your feet. I like that kind of a thing, you know. It's not like you can do whatever you want to do. Like, you have all this money in the world. It wasn't like that at all. And I think there was probably less money because it wasn't a gossip record, and that was really fun, too. You know, with Nathan and finding religion, it wasn't a part of the decision at all. Like, a lot of people I love believe in God. A lot of people I love are Christians, and, you know, a lot of different kinds of faiths. So it's not really an issue. But I think it kind of broke my heart that he moved back to Arkansas, and there was something kind of heartbreaking about that. But he really moved back to take care of his dad. And, you know, and I think that was the thing. It's just like, I can't put my life on hold because he's in Arkansas, and not because he's taking care of his dad, but that's where he wants to be. He's happy on the farm. He's happy there. Like, he had there was no ever any plan to move back, and it just didn't work anymore. It was kind of the final straw. It was like, well, okay, well, this is obvious that, like, something has changed in all of us. So. I do it for you, you do it for me, and we go in and out of love. I don't think things were ever as good as they're supposed to be. I think that this just goes to show the feelings of the hateful half. Racist, homophobic, xenophobic, Islamophobic people. It's like they don't like to be reminded that there's a world outside there that doesn't have any fucking thing to do with them. And I think that scares them. A big world, all of a sudden they're agoraphobic. It's like, the world doesn't revolve around you. Most of the world doesn't look or act or sound anything like you. And I think that makes them feel scared. I don't think so.
And I'll tell you why. I think a good example is like I went to Rolling Stone's headquarters, and I couldn't believe when every time, and mostly since like the 90s for the most part, it was like man, fully clothed woman, half naked, nearly naked woman. Man. Like if you did, like it's like if they were on the cover, they were half fucking naked. And this isn't anything new to Rolling Stone. They know that. And they, I get it that it's a corporation and you have to sell papers. But I'm like, come on, magazines are going to be in the garbage. And soon anyway, it's like they're going to be obsolete anyway. Get an edge. Do something crazy. It's like, maybe it's like, if you're going to be online, it's weird. I don't know. I mean, that's harsh to say magazines will be obsolete, but it's just like, it's not rock and roll. It's not Rolling Stone. It's like, and the idea that Alabama Shakes haven't been on the cover and how many Grammys have they won? It's just, to me, that's just a little tiny slice of this whole problem. It's just one example of this huge thing. Yeah. I don't think that it's necessarily easy for queer women, definitely not women of color, in like a white rock and roll world. I don't think so. Nope. Bess-Ditto qui sortira donc son premier album Fake Sugar le 16 juin, c'est vendredi et ce sera chez Columbia. Alors on me dit sur Facebook, il y a Anthony qui commande beaucoup les The Rock, qui dit que les kebabs sont très chers. C'est la sauce blanche. Mais qui trouve que Kent est super en revanche. Pardon ? Qui trouve que Kent est super en revanche et qui vous félicite pour ça. Messieurs, est-ce que vous avez un avis sur Bess-Ditto ? Jean-Paul Roland, je sais que vous avez reçu Gossip à l'époque, c'était en 2008 aux Eurocaines. J'ai retrouvé une petite vidéo sur internet, je ne sais pas si on l'a quelque part, si vous pouvez la commenter. Elle est là, avec du son, ce serait encore mieux. En fait, Il est là. Et là, en fait, c'est Bess-Ditto qui est au milieu de. Donc elle est toute nue. Enfin, elle est en soutien-gorge et en culotte. Hein. En fait, on l'a découvert. Et elle est au milieu des gens. Et elle chante avec un coffre de dingue. C'est fou de vivre des événements comme ça quand même. Quand on est patron de festival. On l'avait découvert en fait dans un club au Texas à 2h30 du matin. On est devenu dingue. On a dealé le contrat dans la nuit. Au petit déjeuner, c'était bon, elle venait. On a appelé l'équipe. On a dit vous allez voir, il y a quelqu'un qui vient. Ça va être terrible. Elle est venue déjà 2 fois. Elle a annulé malheureusement cette année. Mais elle sera next time quoi. Non, et à propos des artistes internationaux, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, on va parler de programmation et de rémunération des artistes surtout. Pour donner un ordre des choses, d'abord j'ai trouvé sur Twitter, sur le compte de Pause Musicale, la rémunération des artistes qui étaient présents à Woodstock. Alors c'est celle-ci. Ah oui. On voit les cachets de ceux qui étaient à Woodstock. Donc Woodstock Festival gratuit en 1969, ça commence à $375. C'est Jimi Hendrix le mieux payé. Ouais, et Joe Cocker était à 1375 pour vous donner une idée, $1375 à l'époque, parce que là c'est un peu mensonger parce qu'il y a eu l'inflation, mais ça fait environ $11 000. Donc c'est quand même très très loin des cachets qu'on a maintenant, qu'on a effectivement en chiffres aussi. Dans une deuxième infographie, voilà, on voit que Muse est coté à 500 000 €. C'est des estimations, parce que c'est des moyennes. Non, les insus ex-téléphone, estimation basse, vous pensez ? Pour Muse, oui. Les insus ex-téléphone, ça c'est une enquête de nos confrères d'Europe qui ont fait ça l'année dernière. Sinon, pour le reste, c'est une bonne estimation. Ouais, et Kenji, Louane, 100 000 €, ça vous paraît c'est réaliste ? Oui. C'est ça que ça coûte ? Absolument. Et alors, la flambée comme ça des cachets des artistes, c'est expliqué par quoi ? La chute du disque, surtout. Pas que. Alors après, j'en viens à un truc un peu plus polémique, mais c'est vrai que je savais bien que ça allait vous plaire. Parce qu'aujourd'hui, aussi, tous les artistes sont regroupés dans des grandes maisons. Et donc, évidemment, avant, les artistes étaient chez des petits agents qui portaient ça de manière aussi passionnée, etc. Et là, aujourd'hui, la plupart des artistes appartiennent à des grands groupes. Mais c'est une concentration. Voilà, et je pense que ces grands groupes ont d'autres objectifs. Voilà. On parle notamment beaucoup de Live Nation comme d'un gros mastodonte qui arrive avec un festival qui s'appelle Lollapalooza, qui existe déjà aux États-Unis depuis plusieurs années et dans d'autres pays aussi, qui arrive à Paris cet été et qui ont effectivement des énormes noms, The Weeknd, Lana Del Rey, London Grammar, les Red Hot Chili Peppers, qui sont en fait leurs artistes à eux, parce que Live Nation a la particularité d'être une entreprise, ce qu'on appelle A360, qui est tourneur, et manager, et producteur, et en fait qui gère un artiste de A à Z, et qui du coup exerce finalement de fait une sorte de monopole. Il y en a plusieurs en France aussi, oui, Olivier va les citer. En France, des monopoles, oui, mais des gens qui. Non, mais il y a des grosses majors, mais des tourneurs en même temps. Qui produisent leurs festivals, leurs artistes, leurs émissions de télévision, oui.
Morgane Productions, par exemple? Non. Morgane Productions, on a 2 festivals et on est extrêmement artisans. Oui, par rapport à ce genre de structure. Et heureusement qu'on en a 2 parce que justement, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que vous parliez des festivals qui disparaissent parce qu'effectivement, c'était porté par des gens qui n'avaient pas vu le système évoluer et qui donc effectivement n'ont pas pu résister. Mais il y a quand même des sociétés aujourd'hui en France qui ont des labels de disques, des tournées d'artistes, des salles de spectacle. Voilà, et bon, je suis pas. C'est la vie. On a toujours vécu mais aujourd'hui, sur le spectacle vivant, il y a quelque chose qui se passe de manière très, très, très flagrante. Alors, est-ce que c'est parce que tout le monde a peur de l'ubérisation de la société que l'émotion n'étant pas ubérisable, bien les banquiers s'intéressent C'est aussi parce qu'il y a de l'argent, effectivement. Aujourd'hui, les gens mettent 250 € pour aller voir les Rolling Stones ou Céline Dion, ce qui est beaucoup. Et justement, cet argent qui est en jeu, je parlais de Morgane Productions sur une note un peu humoristique, c'est pas exactement du tout même la même chose que Live Nation, c'est votre société de production avec laquelle vous avez racheté notamment le Printemps de Bourges. Comment est-ce qu'on évalue le prix d'un festival ? C'est celui qui vend qui évalue. Après, mais si je prends les Francopholies, aujourd'hui, quand je vois le prix des festivals qui sont sur le marché, ça c'est en commune mesure. D'abord, parce que nous, notre société, elle nous appartient. On est 2. On n'appartient pas à des grands groupes. Je suis associé à un garçon depuis 38 ans. Donc c'est une histoire qui a commencé, je vous ai dit, avec les Clash. Et bon, voilà. Les Francopholies, je faisais une émission avec Foulquier, avec Morgane Productions, qui était le créateur des Francopholies. Il m'a dit, je veux arrêter, est-ce que tu reprends? Voilà. Et effectivement, on l'a dédommagé pour qu'il puisse avoir une retraite heureuse, mais c'était vraiment, quand je vois... C'est en termes de... Vous parlez de dédommagement carrément, donc c'est oui, pas des grosses parce que sommes. quand on voit, c'était symbolique. On l'a rémunéré sur une période de temps pour qu'il nous passe le... Mais il n'y avait pas d'intention financière à l'époque. Quand on a repris le Printemps de Bourges, c'était un peu différent, ça c'est vrai, mais c'était... Des montants sans commune mesure, c'est des montants. Même je pense qu'il nous faudra plusieurs années avant de remonter l'investissement qu'on a fait là, mais qui est sans commune mesure avec les prix que je vois aujourd'hui sur le marché. Et d'autre part, c'est quand même pour nous une possibilité de négocier de meilleure manière les scènes, pas les artistes, non seulement parce que les programmateurs, je prends Tindup, il est passé au Printemps de Bourges, c'est pas du tout la personne qui s'occupe de la programmation des Francopholies. Et le hasard fait que, tant mieux pour lui, les 2 programmateurs aiment bien Tindup, mais il y a des choses qui sont... Donc, comment ça s'évalue? Ça s'évalue en fonction de la proposition de celui qui vend, 2, des capacités d'achat. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, on n'a pas l'intention d'en acheter d'autres. Voilà, on n'a pas les moyens d'ailleurs. Il est temps de faire une nouvelle pause musicale et c'est avec Olivier Muc qu'on va la faire cette fois-ci. Il va nous présenter son coup de cœur du mois. Là, vous aimez tous David Lynch, autour de cette table. Sauf quand il chante. Mais là, il ne chante pas, mais il a découvert une jeune, pas si jeune d'ailleurs, chanteuse qui travaille depuis 20 ans dans la musique. Elle est texane, elle a grandi dans un studio d'enregistrement dont s'occupait son beau-père. Lynch l'a repérée, lui a produit 2 disques. Et là, elle sort Weedy Soul, c'est son premier album avec un autre producteur que David Lynch. Elle a eu la bonne idée de choisir John Parrish. John Parrish, qu'on a connu notamment. C'est Christabel, voilà. John Parrish, le producteur historique de PJ Harvey. Alors voilà, c'est un disque très très réussi, avec des climats qui sont quand même. On reste dans David Lynch. Et coup de chance pour elle, elle a été choisie par Lynch, donc elle continue d'être couvée par David Lynch, puisqu'elle joue un rôle dans la 3e saison de Twin Peaks, qui est, je crois, en cours de diffusion. Voilà. Et elle sera en concert à la rentrée. Vous pourrez la programmer, messieurs, dans les festivals, vos éditions. On va peut-être écouter un petit l'année prochaine, on va écouter un extrait. Si on a un petit extrait de clip de Christabel.
Voilà, Christabel qui sort du coup son album vendredi. Il y a Gaëtan Le Cerf sur Facebook qui réagit à notre discussion sur Live Nation, sur les mastodontes, sur les nouveaux acteurs et qui demande si on peut parler de concurrence déloyale de la part de ces acteurs américains. Moi, j'ai quand même l'impression qu'on est, fort heureusement, dans un pays où il y a une grande diversité. Et c'est ça, c'est cet équilibre-là qu'il faut. Il faut qu'il y ait toujours les Franco, il faut qu'il y ait toujours les Euroc, il faut certainement qu'il y en ait des nouveaux, qu'il y ait Download, qu'il y ait Lollapalooza, il faut qu'il y ait les... Oui, mais par exemple, si on ne peut plus avoir les mêmes affiches, parce que là, par exemple, pour Red Hot Chili Peppers, les vieilles charrues voulaient Red Hot Chili Peppers, voulaient les programmer, et en face, il y avait Lollapalooza qui a fait augmenter les enchères de manière... complètement injouable pour les vieilles charrues. Je ne sais pas si c'est tout à fait ça, mais les Red Hot, ils ne font pas 1000 dates, quoi. Il y a pas... Combien il y a de festivals en France qui peuvent mettre à peu près 1 million d'euros sur la table? Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Enfin, nous, on n'est pas dans ce carré-là. Donc, moi, je crois que maintenant, il va y avoir effectivement des choses, comme il y a le Club Med, il y a malgré tout des petits gîtes ruraux très sympas, quoi. Voilà, non mais je veux dire, il faut qu'il y ait cette diversité. C'est simplement cet équilibre-là qu'il faut avoir. Il faut avoir certains qui vont certainement découvrir un petit peu avant, et puis pour qu'ils repassent dans des grandes scènes après. Mais Live Nation, il faut les voir aussi comme aussi des découvrants. Moi, je connais des gens de Live Nation qui sont des talents scouts. Ce sont ceux qui nous repèrent tous les groupes de hip-hop, les nouveaux groupes de hip-hop américains qu'on fait aux Eurokéennes. Hein. Donc, ce n'est pas que la grande machine qui va écrabouiller tout le monde. Voilà. Vous ne le sentez pas comme une pression financière ou artistique d'ailleurs? Non. Non, je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de festivals et que, par exemple, pour nous, les Eurokéennes, on est dans le week-end où il y a le plus de festivals en Europe. Voilà. Ouais. Moi, j'en ai calculé rapidement, à peu près entre 48 et 50 le même week-end. Et des gros mastodontes. C'est ça qui est un peu plus compliqué. Ouais. Le marché anglo-saxon, quand on s'appelle Solange, par exemple, ou quand on s'appelle les Arctic Monkeys et qu'on décide de tourner, je peux vous dire qu'il y a à peu près tout l'hémisphère nord, et on peut prendre même l'Australie qui fait des offres. Donc, effectivement, on se retrouve dans un marché qui est quand même un marché de plus en plus global. Ouais. C'est ça, peut-être, la difficulté. L'autre chose, c'est d'affiner les propos artistiques de chaque festival et ses particularités, ce dont parlait Gérard tout à l'heure. Enfin, je voudrais dire que Live Nation, c'est pas les seuls. Voilà. Toujours pas. C'est parce qu'ils sont américains, on les pense méchants. Voilà, non, c'est aussi parce que c'est la nouveauté qui concentre l'intérêt. C'est la nouveauté de cet été, l'arrivée de Lollapalooza. Je pense que c'est pour ça qu'on se la nouveauté visible. Il y a AEG aussi, l'américain AEG, qui met des billes dans Rock en scène. Ouais. Même Red Bull. Qui fait aussi Red Bull qui fait leur Après, il y a toutes les marques, effectivement, on ne va pas toutes les citer ici, mais qui. Même les entreprises de téléphonie mobile, tout le monde a des festivals maintenant. Teamed Up, on va parler un peu de vous maintenant. Vous êtes présenté du coup comme l'une des révélations de la nouvelle chanson française. Votre EP Les Ours Polaires est sorti l'année dernière. C'est 4 titres qui vous ont permis de parcourir déjà de très nombreuses scènes de France et pas mal de plateaux télé qui vont avec, d'ailleurs. Vous allez sortir un album à la rentrée en octobre, je crois. À quoi peut-on s'attendre avec cet album? Exactement. Quelque chose dans la continuité de mon EP, parce que c'était quand même une première carte de visite. Avec, j'ai essayé de développer un univers, une écriture, et donc voilà, continuer dans ce niveau-là, avec peut-être plus d'influence hip-hop ou électronique. Et à propos d'influence, quels sont du coup les artistes qui vous inspirent? De la chanson française ou pas d'ailleurs, vous parliez de hip-hop. La grande chanson française en général, avec beaucoup d'artistes, parmi Gainsbourg, Brel, etc. Mais sinon, j'écoute beaucoup de hip-hop américain, Childish Gambino ou Kanye West, ça m'inspire beaucoup aussi. D'accord, ça promet pour votre album. Vous allez nous interpréter un deuxième titre. Avant ça, j'avais une dernière question pour vous deux. Le concert que vous attendez cette année, Gérard au Franco, Jean-Paul aux Euroc. Si vous deviez en choisir un. Moi, j'attendais Arcade Fire, mais il se trouve que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, donc je suis ravi de les revoir. Et on était ensemble, on a partagé les bandes du théâtre des Nuits de Fourvière. On a une création, Bachar Mar Khalife, un artiste libanais, qui revisite un fameux joueur de oud soudanais. Ça a l'air un peu bibliothécaire quand ce que je dis là, mais c'est plutôt dansant et c'est plutôt versé vers l'électro et tout ça, c'est ce qu'on attend. Bachar Mar Khalife donc, au Franco. Il y en a plein quoi, mais je sais pas, j'ai hâte de voir la création Christophe Willem Berger. Voilà, je trouve que Christophe Willem est un de nos grands chanteurs et je trouve que il va être piano-voix et je pense que ça va être aussi une manière de voir à quel point c'est un grand chanteur et il va aussi mettre en avant le talent de Berger. Voilà. Ouais, il va reprendre tous les grands titres de Michel Berger dans un spectacle spécialement conçu pour les Franco d'ailleurs. Exactement. Et on a hâte. Merci beaucoup à vous tous
d'avoir été là. Nous, on se retrouve à la rentrée au mois de septembre pour un nouveau numéro de Musique Industrie. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite un très bel été et on se retrouve à la rentrée sur Figaro Live. Team Dub, c'est à vous pour une dernière chanson. Merci. Du haut de tes talons de glace, tu danses et tu t'éclipses. Tu traces ta route dans ton blouson dégueulasse, les mains hautes, tendues sans réponse, se creusent sans espoir, sans lance. D'un lendemain qui pourrait dire je t'aime et parfois même te dire que tout est bon. Moira Gint, dans tes baskets défoncées, tes vêtements de prêt-à-porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. Moira Gint, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es dissimulé vers un ailleurs. J'imagine tes lèvres grises et de rancœur de n'avoir pu effleurer les miennes. Je rêve que tu n'as plus peur et que l'on découvre ensemble les rues de Sienne. J'espère partager ta tendre mélancolie. Mes jours sont de marbre, bien plus noirs et tristes que mes nuits. La pluie sourde et diluvienne abîme cette scène. Je me jette dans la Seine, je me jette dans la Seine. Métaphore d'un laissé pour compte qui va et qui vient, ne fait que passer. Car oui, l'amour se défile et défile, il nous casse la gueule sans trop de difficultés. Moira Gint, dans tes baskets défoncées, tes vêtements de prêt-à-porter, c'est dans mon cœur que j'aimerais te porter. Moira Gint, le vent dans tes cheveux défaits, tu t'es barré, cassé, envolé, et je n'attendrai pas, je rentre dans les ordres.